BFM Business, le grand journal de New York, Aurélie Boris. Notre troisième invité dans ce grand journal de New York travaille sur le marché de l'immobilier à New York, justement. On a beaucoup de questions à lui poser. Joël Laroche, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes, alors vous avez un titre un petit peu compliqué. Vous êtes associate broker, vice-présidente chez Douglas Elliman, qui est en gros la première agence immobilière américaine. Ça veut dire quoi? La première agence new-yorkaise. New-yorkaise, pardon. Restons modestes. Restons modestes pour l'instant. Ça veut dire qu'en gros vous êtes agent immobilier, si on peut simplifier. Voilà, en fait ça veut dire que je suis agent immobilier, je suis indépendante, mais je travaille sous la houlette de Douglas Elliman, qui est la firme, l'agence immobilière de Manhattan, qui a le plus grand nombre de listings et qui fait le plus grand chiffre d'affaires. Voilà, donc ça c'est pour planter le décor, mais on est avec vous pour parler de ce marché new-yorkais. Ça fait bientôt 6 ans que vous y travaillez. Comment est-ce qu'il a évolué ce marché depuis que vous êtes arrivé sur En fait, j'ai eu la chance de commencer au moment du crash. Voilà. Donc c'était un très bon moment pour apprendre le marché sans être trop jeté dans le bain immédiatement. Et donc il a beaucoup changé depuis que j'ai commencé. En fait, en septembre 2008, quand la banque Lehman s'est effondrée, le marché immobilier à Manhattan s'est simplement gelé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transactions. Pendant à peu près 6 mois, il n'y avait pratiquement plus de transactions. Pendant les 10 années qui précédaient, les prix avaient pratiquement entre doublé et triplé. Donc il s'était lancé énormément de projets de construction. Tout le monde devenait promoteur immobilier. Les promotions poussaient comme des champignons dans la ville. Septembre 2008, plus de ventes, beaucoup d'appartements à vendre. Et les promoteurs immobiliers ont été suivis par les banques, donc ils n'ont pas bradé les appartements. Il ne s'est plus lancé de nouvelles constructions pratiquement jusqu'à aujourd'hui dans les prix raisonnables, disons, si on peut parler de prix raisonnables. Mais si on veut simplifier, le marché a baissé d'environ 30% depuis septembre 2008 et on a récupéré à peu près 15%. D'accord, donc on a encore une marge de progression. Les prix commencent à monter maintenant puisqu'il y a pratiquement, l'inventaire est déraisonnablement bas, il y a très peu de choses à vendre. Pour plusieurs raisons. Il ne s'est rien construit depuis septembre 2008. Là, on parle de New York en particulier, mais c'est que de New York. Ouais. Je vous parlerai que de New York, parce que c'est très différent des États-Unis. Et autant je suis spécialisé dans New York, autant je ne connais pas vraiment les marchés à l'extérieur de New York. Mais justement, New York, c'est intéressant parce qu'il se joue quand même des choses qu'on voit dans certaines statistiques au niveau macroéconomique. Donc, vous parlez des inventaires très bas. C'est un problème qui peut durer jusqu'à... Alors, pour l'instant, l'inventaire est extrêmement bas. Il n'a jamais été aussi bas, au moins depuis l'an 2000. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Par rapport à l'année dernière, il y a 31% de moins d'appartements à vendre à Manhattan. Il ne s'est rien construit, c'est une des raisons. Les seules choses qui se sont construites, les seules promotions étaient des promotions de très grand luxe, avec des prix absolument exorbitants, qui font la une de tous les médias du monde, avec des penthouses vendus à plus de 100 millions de dollars. Mais c'est pas ça qui fait le marché new-yorkais. C'est pas ça qui fait le marché. D'autre part, les gens qui ont des appartements, qui habituellement vont bouger, c'est-à-dire dès qu'ils ont besoin d'une chambre de plus, vont le vendre et en acheter un plus grand, sont un peu paralysés parce qu'ils ne sont pas sûrs d'obtenir un crédit. Le crédit est très difficile à obtenir. Les taux sont bas, mais ils sont extrêmement difficiles à obtenir. D'autre part, il y a eu le fiscal cliff en janvier, ce qui fait que les gens qui envisageaient de vendre ont tous vendu avant le 31 décembre 2012 parce qu'ils ne savaient pas vraiment à quelle sauce ils seraient mangés. Au point de vue fiscal, au point de vue fiscal, avec la taxe sur les plus-values qui allait être augmentée. D'accord, donc autant de raisons, c'est très intéressant ce que vous disiez sur le crédit, c'est-à-dire que les clients qui viennent vous voir, ce sont des gens qui ont eu un feu vert pour leur crédit ou ils ne savent pas trop encore? Quand un client vient nous voir, la première chose qu'on fait, avant même de regarder le marché immobilier, de regarder les appartements, quoi que ce soit, c'est on leur demande de s'assurer qu'ils vont obtenir le financement de l'appartement. Parce que s'il n'y a rien de plus désagréable que de trouver l'appartement qui vous plaît et puis de ne pas pouvoir l'acheter. Donc première étape, c'est trouver un prêt. Les banques donnent des pre-approval. Donc c'est une étape dans laquelle elles demandent des tas d'informations sur la personne qui va acheter. L'étape suivante, ça sera des informations sur l'immeuble. Parce que les banques vont à la fois valider l'acheteur et valider le bien immobilier qu'il va acheter. Donc nous, on fait avec les clients, on leur explique comment faire, on les met en contact avec des banquiers s'ils n'en ont pas dans leur connaissance, avec des mortgage brokers s'ils veulent comparer les taux. Et c'est la première étape avant toute chose, obtenir la pre-approval letter. D'accord, donc il faut une préapprobation sur à la fois simplement sur un montant. Simplement sur le montant. Oui, parce l'immeuble viendra ensuite. On n'a pas encore cherché, on n'a pas encore trouvé. Normal. Donc les gens qui viennent vous voir, il y a pas mal de Français parce que vous êtes un peu spécialisé là-dedans. Qu'est-ce qui les perturbe le plus quand ils arrivent à New York et qu'ils ont la chance de pouvoir s'acheter un appartement, mais qui sont peut-être un peu décontenancés par le cadre? Alors, ce qui décontenance souvent les acheteurs français, c'est le montant des charges.
Oui. On dit en plaisantant entre Français, ici, quand on achète un appartement et qu'on devient propriétaire, ensuite on est locataire parce que le montant des charges est tellement élevé, entre les common charges et les taxes, ça s'élève parfois à plusieurs milliers de dollars par mois. Oui, ça n'a rien à voir avec les étrennes qu'on donne à la concierge parisienne avec réticence. D'accord. Donc le marché new-yorkais, vous l'avez dit, inventaire très bas. Les transactions là, chez Douglas Elliman, comment sont-elles, comment se portent-elles? Alors, il y a énormément de transactions. C'est un peu surprenant parce qu'on ne pensait pas que le printemps serait aussi actif. Le dernier trimestre 2012 ayant été extrêmement actif, il y a eu beaucoup de ventes du fait de la peur de l'augmentation de la taxe sur la plus-value. Donc baisse de comparaison un peu défavorable quand même. On pensait que le printemps serait plus calme que d'habitude. Le printemps est toujours l'époque de l'année dans laquelle il y a le plus de transactions. Et en fait, il n'a pas été calme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a beaucoup d'acheteurs, des Américains, d'abord des Américains qui ont de l'argent. Le marché du high-end est extrêmement actif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui achètent. Ça représente à peu près 10% du marché, c'est pas grand-chose, mais il est très actif. Il y a beaucoup d'appartements extrêmement chers qui se vendent en ce moment. Ensuite, les gens ont peur que les prix augmentent et les gens ont peur que les taux d'intérêt augmentent. Donc s'ils ont les moyens de le faire, ils préfèrent acheter en se disant il vaut mieux acheter maintenant que dans un an ou deux. D'accord. Tout le monde ne peut pas acheter les primo-accédants. Est-ce que c'est des gens qui frappent souvent à votre porte pour en disant aidez-nous, on est un peu bloqué? C'est très difficile en ce moment d'acheter pour la première fois parce que les banques, le crédit est très difficile. Les banques sont très strictes dans leurs conditions. Elles exigent souvent que vous mettiez un apport de 20-25%. Souvent, les jeunes qui veulent acheter un appartement n'ont pas le capital pour payer les 25% en cash. Donc, c'est très difficile pour les primo-accédants en ce moment. D'accord. Alors, le printemps se passe bien. Comment ça se passe pour ce début d'été? Souvent, les gens partent un peu en vacances, même ici aux États-Unis. Alors, on est assez étonnés. En fait, le printemps, on est toujours au printemps pour ce qui est de l'immobilier à Manhattan. C'est-à-dire qu'en principe, fin juin, l'activité se calme. Et là, c'est absolument pas calme. C'est-à-dire que c'est exactement aussi actif qu'au printemps et on est presque fin juillet. D'accord. Et vos collègues brokers d'autres grandes agences constatent la même chose ou j'ai tellement de travail que je ne les ai pas vus récemment. Mais je pense que c'est général. Il y a aussi une chose, c'est que quand on a beaucoup d'acheteurs, on a du mal à trouver puisqu'il y a peu d'inventaire. Donc on est très actif dans la recherche. Et tant qu'on n'a pas trouvé, on continue à chercher. Donc c'est ça aussi peut-être qui fait que nous, dans notre activité, on est encore très sous pression. Oui, d'accord. Dans une période normale, vous vendez jusqu'à combien d'appartements? C'est calculable ce genre de choses? Non, c'est très difficile à dire parce qu'en fait, on a plusieurs activités. On fait à la fois, on vend des appartements, on aide des gens à vendre leurs appartements, on aide des gens à acheter leurs appartements. Quand on a aidé des gens à acheter leurs appartements, on les aide à trouver des locataires, on les aide à éventuellement décorer, remodifier leur appartement, on les aide à trouver un locataire et éventuellement on manage leur appartement. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'activités. On est aussi contacté par des gens qui cherchent des appartements en Californie, des Français spécialement, ou en Floride, et on a des correspondants là-bas, donc on les dirige vers ces correspondants. Donc on a une activité qui est assez multiple en fait. Oui, ces correspondants, même si vous disiez que vous connaissiez que le marché new-yorkais, ces correspondants, ils vous donnent quand même quelques indices sur les autres marchés immobiliers américains. Des grandes villes. Je préfère ne pas en parler parce que vraiment je ne me sens pas compétente dans ce domaine. C'est-à-dire qu'en général, quand quelqu'un veut acheter un appartement en Floride, les prix sont excellents, ils ont beaucoup baissé, maintenant ils sont en train de remonter, mais c'est un marché que je ne connais pas vraiment. D'accord. Le contexte économique, sans avoir un avis d'économiste, le contexte économique américain, est-ce qu'il est porteur pour la suite à votre avis, pour ces transactions à New York? Pour l'instant, je dirais que le contexte économique n'est pas formidable, donc les salaires stagnent. Le crédit est très difficile à obtenir. Les taux de chômage sont très élevés, donc l'économie n'est pas vraiment, les fondamentaux sont vraiment pas bons. En revanche, pour ce qui est de l'immobilier, il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a beaucoup d'acheteurs, à la fois des gens très aisés américains qui achètent des appartements très chers et aussi grâce aux internationaux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs étrangers. New York est une ville vraiment mythique pour beaucoup d'étrangers, ce qui fait que quelle que soit l'économie des États-Unis, il y a toujours une partie du monde où l'économie est bonne et où des investisseurs vont venir et vont vouloir acheter à Manhattan. Alors justement, investisseurs, vous avez dit un peu le mot. Les gens qui regardent le marché immobilier en ce moment disent « Ah, attention, il y a une bulle ». Ce sont que des investisseurs qui la font monter, cette bulle. Est-ce que vous partagez leurs sentiments pour ce qui est de New York? Moi, ce que j'observe à New York, c'est que les prix sont extrêmement élevés, qu'il est impossible d'acheter un appartement avec les revenus du travail, ce qui peut faire penser que c'est une bulle. Le problème, c'est que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'à New York, les prix ont monté, puis se sont cassés la figure, puis ont remonté, puis sont retombés, puis ont remonté, puis sont retombés, depuis qu'on a des chiffres. Donc c'est peut-être une bulle, elle va peut-être éclater,
et ça va certainement remonter après. Donc en fait, je pense que quand on est un investisseur, il faut en aucun cas investir à Manhattan si on veut faire un profit rapide. Acheter aujourd'hui pour revendre dans un an ou deux, c'est pas une bonne idée parce qu'on a trop d'incertitudes sur l'évolution de l'économie. On peut acheter où à New York alors, dans la région autour de New York? Vous parliez de Manhattan, Brooklyn, ce genre de... Alors nous, on est très actifs à Manhattan et aussi à Brooklyn parce qu'il y a des Français qui veulent acheter à Brooklyn. Il y a des programmes scolaires français de Carroll Gardens, donc on a des Français qui veulent acheter là-bas. Et dans le Westchester aussi, on se lance dans le Westchester, donc on a vendu la semaine dernière une maison dans le Westchester. Donc ça, c'est les endroits qui plaisent aux Français. Après, il y a des différents quartiers qui plaisent aux Français suivant la raison pour laquelle ils achètent. Si ce sont des Français qui veulent s'installer avec des enfants, en général, ils aimeront s'installer près du lycée français, c'est-à-dire Upper East Side ou Upper West Side, parce que c'est très agréable pour des Français d'habiter dans ce quartier près du parc. Si ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants, en général, les Français aiment beaucoup downtown, ils aiment beaucoup le village, Greenwich Village, Meatpacking District. Alors là, c'est quelque chose qui est très très mignon et qui plaît beaucoup aux Français. Bon, les prix sont vraiment extrêmement chers, c'est-à-dire par exemple dans Upper East, Upper West Side, on peut dire que le prix médian est à peu près de $1 600 du square feet, donc ça fait 12 000 € le mètre carré. Donc c'est vraiment très cher. Downtown, là, par exemple, le village Meatpacking District, c'est encore plus cher, $2 100 le square feet, ça fait 16 000 € le mètre carré. Quand les gens veulent avoir plus d'espace, c'est-à-dire par exemple des familles qui ont des contraintes financières, qui veulent habiter Manhattan mais qui ne peuvent pas mettre ces prix-là, Harlem est une très bonne option. Parce que Harlem, c'est à peu près $700 le square feet, le prix médian, et c'est très bien relié par le métro, donc on est vraiment dans la ville. Et ça n'a pas monté autant que il était prévu que ça monte du fait de la crise économique. Donc c'est un bon plan quand on est français, qu'on veut une bonne surface. On peut avoir le double de la surface pour le même prix. D'accord. Merci beaucoup Joël Laroche pour ce panorama des quartiers de Manhattan et aussi un peu l'économie américaine quand même. Joël Laroche, vous travaillez chez Douglas & Liman, vous êtes associate broker et vice president. Merci pour ce point sur l'immobilier new-yorkais. On termine ce grand journal de New York avec tout autre chose, les nouvelles technologies. Qu'est-ce que nous préparent les géants du secteur en termes d'innovation? Qu'est-ce qui va vous donner envie pour la suite?